aucun d'eux ne sait ce qu'est une messe. Et au premier rang, il y a 2 fauteuils où sont assis 2 personnages qui savent ce que c'est qu'une messe. L'un est Talleyrand, ancien évêque, et l'autre est Fouché, ancien séminariste. Oui, ce ne sont pas les 2 témoins les plus évidents de l'Évangile. C'est une scène hallucinante. Oui. Mais là, au fond, Chateaubriand, politiquement, il était anglais. Oui, mais avec une intelligence. Non, vous dites mais, c'est-à-dire que oui. C'est vrai, non? Enfin, c'est bizarre de dire ça, mais le régime qu'il défendait, c'était la monarchie anglaise, en fait, Chateaubriand. Vous savez... Non? On peut pas dire ça? C'est une injure à la culture française, mais non. En tant que modèle, enfin son modèle. Une monarchie héréditaire, libérale, liberté de la presse, liberté d'opinion. Les Anglais le faisaient déjà à ce moment-là. Vous savez, ce qu'il y a avec Bonaparte, c'est qu'il est très contradictoire. Il est très contradictoire. D'abord, il aime beaucoup les soldats, mais il croit que les sabreurs doivent le céder aux administrateurs. Et donc Cambacérès. Et à Cambacérès, c'est un administrateur de génie. Il gagne les batailles, mais il fait aussi le code civil, il fait le concordat, il crée les préfets, il crée les lycées. Tout ce sur quoi nous vivons encore a été fait en partie par Bonaparte. Et pratiquement l'Europe, d'ailleurs. Et d'une certaine façon, l'Europe. D'une certaine façon, l'Europe. Mais quand on voit Chateaubriand écartelé, lui, entre le passé et l'avenir... Oui, il l'est. Écartelé, douloureusement. Il l'est. Vous-même, vous n'avez jamais été écartelé comme ça. Vous avez réussi, vous, à faire cette synthèse-là plus, je dirais pas joyeusement, mais plus sereinement, non? J'ai toujours pensé que la tradition et le progrès pouvaient marcher ensemble. Mais vous l'avez vécu sereinement, vous. Je l'ai vécu plus sereinement que... Lui, il faut dire que lui avait un passé familial. Voilà, et il faut dire terrible. qu'il était dans une époque tragique et on ne voyait pas l'issue, on ne voyait aucune issue. Et évidemment, il découvre des issues. Le Concordat, c'est une issue. Rayer les émigrés de la liste des émigrés, c'est une issue. Il met fin à la Révolution en sauvant les acquis de la Révolution. Les gens de droite, encore une fois, il ne faut pas dire les gens de droite, mais les Chouans, les royalistes, les Vendéens, les partisans de Louis XVI, se disent il est le seul à pouvoir arrêter la Révolution. Et les gens de gauche, les Jacobins, qui ont acheté des biens nationaux, se disent c'est le seul. Oui, ça c'est le rempart. C'est le seul qui est le rempart contre le retour des Bourbons. Si les Bourbons reviennent, ils nous reprennent nos propriétés. Oui. Enfin, les propriétés que nous avons achetées, que nous avons prises aux anciens privilégiés. Est-ce qu'il serait possible d'imaginer un dialogue comme celui que vous avez imaginé là, entre Napoléon et Chateaubriand? Mais écoutez, je me dis, au fond, il aurait fallu... Ça serait vous-même, ça serait... Vous n'êtes pas encore au temps du testament, mais ça serait un testament de Jean d'Ormesson, ça. Il faudrait faire une conversation... Avec vos 2 grandes passions. Il manquerait une femme, il faudrait mettre une femme là-dedans. Une conversation... Peut-être Madame de Staël. En 1815, entre Napoléon et Chateaubriand, ou entre Napoléon et Benjamin Constant. Personnage plus complexe encore. Plus complexe. Torturé, oui. Bizarre. Mais c'est vrai que Napoléon avait cette conscience précise de la particularité de Chateaubriand et de Talleyrand au-dessus des autres. Oui, absolument. Ouais. De Talleyrand, il disait, il a de l'avenir dans l'esprit. Et de Chateaubriand, il disait que c'était la plus forte tête de son temps, mais il disait, il est insupportable, les hommes de lettres sont insupportables, surtout quand ils ont réussi. Et ce qui me gêne avec M. de Chateaubriand, ce n'est pas de l'acheter, c'est de l'acheter au prix où il s'estime. Ce qui est quand même une formule inouïe. Alors, vous avez, vous, une formule dans le prologue, page 20, pour résumer Chateaubriand, après avoir dit ce que vous avez répété tout à l'heure, qu'il est peut-être même au-dessus d'Alexandre et des autres, et vous dites « Napoléon, c'est un échec, mais éblouissant ». Oui, c'est assez vrai, c'est un échec. Il est vaincu, la France est plus faible qu'elle ne l'était, mais c'est un échec éblouissant parce que, quand même, il a exporté... C'est pas un exemple à suivre, mais il a exporté la liberté au bout des baïonnettes, il a changé l'Europe et évidemment, il a transformé l'histoire. C'est vraiment un changement. Mais dans l'homme, qu'est-ce qui vous paraît le plus éblouissant dans tout ce qu'on a évoqué de lui, là? L'homme lui-même, Bonaparte, Napoléon? La capacité, il est à un moment donné
Je n'ai jamais créé les circonstances, je me suis servi des circonstances. C'est cette façon de se servir des circonstances. Le génie de la politique. Vous voulez qu'on dise, pour dire les choses avec un vocabulaire moderne, il chevauche le tigre. Il chevauche le tigre, il va au-devant de la difficulté, il dit où est le problème? Le problème, c'est que la révolution a tout foutu en l'air, que plus rien ne marche, comment? On ne peut ni revenir en arrière, ni continuer. Eh bien, il faut à la fois finir la révolution et la mettre au pouvoir en reprenant la continuité du passé. C'est la capacité de dominer les circonstances. Donc il chevauche le tigre sans avoir peur d'être face au lion, ni aux vipères, ni à quoi que ce soit. Ah oui, il n'a pas peur. Peur de rien. Ça, il n'a pas peur. Alors vous n'êtes pas obligé de répondre à la question que je vais vous poser là, mais je pense qu'elle est la conséquence logique de ce qui vient de précéder. Est-ce que Nicolas Sarkozy a quelque chose de Bonaparte? Alors, naturellement, je n'ai pas pensé à... Il y a deux choses auxquelles je n'ai pas pensé. Je n'ai pas pensé au théâtre en l'écrivant. J'ai écrit une... Non, mais d'autres y ont pensé pour vous. L'autre y pense certainement. Oui. Dans un an, et, on y et sera je n'ai dans pas un an. pensé à Sarkozy, mais les comparaisons sont là, Ça va de naturellement. soi ou... Et il y a une grande différence, c'est la popularité. La popularité de Bonaparte est formidable. Et vous savez, il sera soutenu jusqu'en 1815. Et au-delà de 1815, quand les cendres reviennent, il y a 2 millions de personnes qui accompagnent le retour des cendres. Ce qu'il y a, c'est évidemment l'idée, la sécurité, le travail, reprendre les choses en main, voilà. Mais est-ce que vous imaginez, entre vous et Nicolas Sarkozy, une conversation de cette nature sur la République? Oh mon Dieu, lui, il n'est peut-être pas Bonaparte, et moi, je ne suis sûrement pas Talleyrand, je ne suis même pas Cambacérès. Non, mais là, vous trichez un peu. Vous trichez un peu. Pas de fausse modestie. Je crois savoir que ce sont des conversations que vous aviez engagées avec François Mitterrand et même avec Valéry Giscard d'Estaing. Oui, sur c'est ces thèmes-là. Celui avec lequel j'ai le plus parlé, c'est mon adversaire, c'est Mitterrand. Mais vous avez toujours adoré ça. Vous c'est- avez toujours adoré C'est naturel. établir un pont avec les Vous adversaires. savez, c'est naturel. Giscard a fait moins appel à moi parce qu'il savait que je lui étais acquis. Il n'avait pas besoin de moi. Mitterrand, Enfin. Mitterrand, il c'est aurait mieux fait dit, d'avoir besoin de il nous. vaut mieux, Ouais. il faut essayer de le séduire. Et il m'a séduit. Comment il m'a séduit? Par la vanité. Exactement comme dit Les Malherbe. hochets. Par la vanité, par les hochets. Mais dans les conversations sur la République que vous avez pu avoir avec François Mitterrand, est-ce qu'il vous en reste quelque chose? Oui, vous savez, De il quoi? m'a beaucoup plus parlé, plus que de la République, de la démocratie, de la droite et de la gauche. Il m'a parlé des Charentes, de sa mère, Chardonne et de la religion, de Dieu, de la littérature et de ce que devient l'âme après la mort. Ouais, c'était au plaisir de Dieu, quoi. Voilà. Il était impressionné par ça. Alors, il y a cette formule de Bonaparte, donc, que vous reprenez là, la politique est la forme moderne de la tragédie. Là, évidemment, on revient au général de Gaulle, quoi. Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est vrai, vous savez, c'est vrai qu'il y a une forme de tragédie là-dedans. Et on ne peut pas ne pas penser dans cette soirée de 1803-1804 aux Tuileries. Évidemment, on ne peut pas ne pas penser à ce qui va se passer 12 ans plus tard dans la plaine de Waterloo, n'est-ce pas? Et ce qui est étonnant, c'est que là, Tout nous sommes dans la tragédie et en même temps, la fin, dans la façon dont il retourne, enfin, il retourne, il n'a pas besoin de le retourner, si je veux Il dire. le retourne. Quand il retourne. Par la vanité totale, quand on est dans le bûcher des vanités. Là. Ah oui, après avoir expliqué qu'on tient les hommes par les hochets et les vanités, c'est ce qui marche. Et comme Hochet, il lui dit, ils allaient être duc de Parme et archichancelier et altesse sérénissime. Et l'autre est enchanté. D'ailleurs, vous savez ce qu'il fera, Cambacérès, à quoi il sera attaché. Il sera attaché plus particulièrement au roi de Rome. C'est lui qui donne, quand Napoléon est en Russie, c'est lui qui lui donne des nouvelles du petit roi de Rome, comment il va, sa santé, c'est comment ça. Il est une espèce de gouvernante du roi de Rome. Alors vous disiez tout à l'heure, je trouve la formule, là on est vraiment au cœur de la démarche napoléonienne, j'aime la grandeur, je ne donne rien au hasard. Comment expliquez-vous qu'un tel homme, avec une telle intelligence, une telle imagination, une telle capacité d'anticipation, ait pu se laisser entraîner à la campagne de Russie? Eh bien, ça, c'est le mystère, n'est-ce pas? C'est tout homme a vu le mur qui borne son destin. C'est la folie, c'est l'hubris, c'est le vertige du pouvoir qui est un désastre. Et il y a l'Espagne qui déjà annonce le désastre, et puis le désastre final qui est la Russie. Et inutile de lui faire entendre raison, il se précipite vers son propre destin. Il faut dire qu'à la fin, il reconquérera la défaite.
L'emprisonnement et la mort, il va les transformer en légende. Il va être vaincu par sa propre histoire, mais il reprendra son histoire pour la transformer en légende. Et là, on peut dire que c'est son dernier triomphe. Ça aurait pu être un grand personnage de Victor Hugo, en fait. Oh oui, ça l'est d'ailleurs, Victor Hugo l'adorait. Ainsi s'achève cette émission, réalisée donc à l'occasion de la publication du dernier livre de Jean d'Ormesson, La Conversation. Livre tout à sa manière, associant au plaisir de la culture, de l'intelligence, de l'imagination et du style. Jean d'Ormesson, merci. Et merci à tous et à toutes d'être avec nous. Merci à vous.